5 de ses bébés juste après leur naissance. Et elle n'a rien dit à personne de chacune de ses grossesses. Ramona Canetti n'a jamais eu de problème avec la justice. Elle n'est pas folle. Elle explique que si elle a tué ses bébés, c'était pour les protéger de son mari tyrannique. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de Ramona Canetti. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 19 mars 2015, en Gironde, les gendarmes interviennent dans le village de Loucha, chez les Canetti, car, dans un placard de la chambre de ses parents, la fille cadette de 14 ans a découvert le cadavre d'un bébé dans un sac isotherme. Le père dit qu'il n'était pas au courant. Et son épouse, Ramona, avoue aux gendarmes qu'il y a 2 jours, elle a accouché seule chez elle et que le bébé, dit-elle, était mort-né. Les gendarmes poursuivent la perquisition de la maison. Et dans le congélateur, ils retrouvent 4 autres cadavres de bébés congelés. Là encore, le mari dit qu'il n'est au courant de rien et qu'il n'a jamais soupçonné ces grossesses. Il ignorait l'existence de ces bébés. Aux gendarmes, Ramona Canetti ne donne que très peu d'explications. Elle ne voulait pas être enceinte. Elle a tout caché à son mari. Son interrogatoire est très court, parce que Ramona Canetti est très fragile. Elle est hospitalisée en psychiatrie. Dans cette maison de Louchatz en Gironde, le corps sans vie d'un nouveau-né est découvert dans un sac isotherme caché sous un bureau. C'est le père qui donne l'alerte et après investigation, les enquêteurs trouveront 4 autres cadavres de bébés dissimulés dans un congélateur. L'ancienne maison du couple sera elle aussi fouillée, mais sans résultat. On les connaît, c'est une vieille famille de Louchatz. C'est une famille travailleuse, sans histoire. Donc voilà, on connaît toujours les familles. Les familles qu'on connaît le mieux, c'est celles qui ont des problèmes. Et c'était pas, à notre connaissance, une famille à problème. Les autopsies sont claires, les enfants sont tous nés viables. Le quintuple infanticide fait scandale, le retentissement est national. La juge d'instruction met Ramona Canetti en examen pour le quintuple meurtre de ses enfants. Elle met aussi en examen son mari, qui n'est pas accusé de meurtre, mais de non-dénonciation de crime et recel de cadavres. Mais lui maintient qu'il n'était au courant de rien. Ce jour-là, je cite, un éclair est tombé dans la maison. Docteur Paul Bonan, expert psychiatre. Et M. Canetti s'est trouvé extrêmement surpris et il a découvert en effet dans une pièce de son habitation, une pièce qui sert de bureau, ce bébé décédé, bébé de sexe masculin. Et il me dira qu'il a immédiatement essayé de joindre son épouse qui était au travail pour avoir des explications et que cette dernière lui aurait répondu simplement « Je ne sais pas comment te le dire, le bébé est né il y a 2 jours. » Et donc, il l'assure d'une façon totalement déterminée et convaincue qu'il n'a jamais eu connaissance des grossesses de son épouse, en dehors de celles de ses 2 filles, âgées à l'époque de 15 ans et de 13 ans et demi. Et d'ailleurs, par la suite, il a été découvert, en plus de ce bébé, dans le sac en question, dans le congélateur, 4 autres bébés. Et M. Canetti est affirmatif, il ne s'est jamais aperçu que sa femme pouvait être enceinte.
s'est jamais aperçu qu'elle avait véritablement changé de morphologie. Il s'est jamais aperçu qu'il y avait une quelconque modification dans son fonctionnement, dans son comportement, y compris au cours de leurs relations intimes. C'est possible dans la mesure où il rapporte que sa femme était pudique, qu'elle s'est jamais véritablement mise nue devant lui, surtout dans ces dernières années, que les relations sexuelles étaient parfois espacées quand elle disait qu'elle était fatiguée parce qu'elle travaillait beaucoup ou qu'elle avait des douleurs. En 2009, Ramona Canetti tue son premier bébé et le congèle. Pour son mari, c'est uniquement parce qu'il a eu des démêlés avec la justice, parce qu'il a été accusé d'exhibitionnisme par des joggers. Et là, apparemment, sa femme aurait appris de la bouche des gendarmes qu'il était un pervers. Et de ce fait, l'explication qu'elle a pu lui donner, c'est qu'elle craignait pour les enfants de ce côté pervers et donc qu'il y ait chez lui des comportements totalement inappropriés. Elle lui aurait donné comme explication, je cite, « J'avais peur de toi. Quand je suis allé voir les gendarmes, ils m'ont dit que tu étais un exhibitionniste, pervers, et que je devais faire attention à mes enfants. » Donc, ça peut éventuellement coller au niveau chronologie, mais au niveau ensuite réalité, c'est un peu plus compliqué. Quand on est avocat, on reçoit d'abord une lettre d'une cliente. Maître Arnaud Dupin, avocat de Ramona Canetti. On connaît le fait divers, bien évidemment, parce qu'il a été largement relayé dans les médias. Donc on sait qu'on va rencontrer une femme qui a mis fin au jour d'enfants qui viennent de naître, de bébés. On va la voir et la particularité, c'est qu'elle n'était pas dans un milieu carcéral, puisqu'elle était dans un milieu psychiatrique, à l'hôpital de Cadillac, dans une unité de malades difficiles. Je rencontre une femme, je me souviens très bien, qui est complètement abasourdie, très timide, qui est coquette. Et c'est vrai qu'au départ, on se rend compte que c'est quelqu'un qui vient tout juste d'accoucher. Donc, au départ, c'est pas évident parce que elle ne mesure pas encore ce qu'il va se passer et elle pense avant tout à son mari, à ses autres enfants, qu'elle aime par-dessus tout. Et on voit tout de suite qu'elle est un petit peu prise d'une certaine retenue, comme si elle peut pas évoquer librement sa vie. Le dialogue est un peu surprenant au début et on sent qu'elle a besoin de protection. Bien, Madame Canetti, je suis votre avocat. Vous pouvez me faire toute confiance. Vous allez récupérer tout d'abord et ensuite vous allez rencontrer la juge d'instruction. Est-ce que vous me comprenez? Oui, monsieur. J'ai honte de ce que j'ai fait, c'est horrible ce que j'ai fait. Je comprends pas comment j'en suis arrivé là. J'ai voulu me suicider pour plus y penser. Il est important, madame, que vous repreniez les forces, hein? Et surtout, pensez à votre mari, à vos enfants. Vous ne pouvez pas tenter un nouvel acte malheureux. Au départ, lorsqu'elle est interrogée, tout ça, ça la dépasse un petit peu. Et puis viendra le temps de la détention. Et en réalité, ce temps de la détention sera presque un peu protecteur pour elle. Madame Canetti, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Vous êtes en prison maintenant, comment ça se passe? Moi, je vais mieux, maître. Je vois ma famille au parloir, mes enfants, mes parents, mais pas mon mari. J'ai décidé de me séparer de lui. Avant, quand j'étais libre, j'en avais pas la force, mais là, en prison, j'ai décidé de me séparer de lui.
il y a eu à un moment donné un déclic. En fait, elle s'est libérée du poids qui a causé tous ces maux et qui a très certainement généré en elle cette forme totalement paradoxale de ne pas vouloir être mère des enfants qu'elle n'a pas voulu. Tout simplement, c'était plutôt l'incapacité ou l'impossibilité qu'elle avait de se séparer de son mari, qui était un mari qui avait eu des accès de violence, archi-dominant, qui l'écrasait complètement, qui faisait qu'elle n'était même pas capable de choisir ses vêtements, sous peine de laisser penser qu'elle pouvait vouloir séduire un autre homme, parce que c'était un mari possessif, un mari jaloux. Et tout cela, elle l'a ruminé, elle l'a enfermé en elle pendant des mois et des mois, des semaines et des semaines, jusqu'à refuser d'aller voir un gynécologue, tout simplement parce que son mari était jaloux, parce qu'imaginer qu'un gynécologue homme puisse la voir nue et pratiquer des gestes médicaux était tout simplement impossible pour lui. Donc elle va tout simplement refuser d'être soignée, d'être prise en charge. Code B13, expertise psychologique de Claire Fichon. Au sujet de sa première grossesse non désirée, et donc du premier néonaticide, Madame Canetet nous explique qu'elle n'avait pas ses règles et qu'elle avait conscience de cette grossesse, mais elle ajoute spontanément « Je refusais d'être enceinte ». Ce fut donc un état de grossesse conscientisé et associé à un refus concomitant et immédiat de cet état. Elle refuse d'avoir un enfant qui n'est pas le fruit d'un amour. Elle refuse d'avoir un enfant dans lequel elle ne se sent pas capable de lui offrir la structure familiale qui pour elle est extrêmement importante. Elle est espagnole avec une notion très forte de la famille, avec des liens indéflectibles qui existent. Et donc, elle aura cette phrase « Je n'ai pas voulu donner la vie, donc je n'ai pas donné la mort ». Il y a une particularité dans ce dossier, c'est que elle n'a jamais eu conscience d'avoir un enfant ou de mettre un enfant au monde, tout simplement parce que la première fois, elle s'est enfermée lorsque la grossesse était à terme et qu'elle voyait qu'elle allait accoucher, qu'elle l'avait caché à tout le monde. Elle s'est enfermée dans sa salle de bain, elle a pris un bain et elle a expulsé le fœtus et en définitive, il n'a jamais pu prendre un souffle parce qu'elle l'a laissé dans l'eau. Alors évidemment, il y a la dureté et la brutalité du geste, mais c'est une maman qui, à ce moment-là, voulait protéger ce fœtus de ne pas entrer dans une vie qui était, selon elle, une vie particulièrement noire, particulièrement sinistre. Donc elle refusait qu'il puisse y avoir du bonheur pour elle, et donc, bien évidemment, pour celui qu'elle portait en elle, c'est-à-dire le bébé. Code B6, enquête de personnalité de Madame Deras. À 15 ans, Madame Ramona Canetet a rencontré son mari qui avait 5 ans de plus qu'elle. La situation aurait rapidement évolué de façon négative. Selon son entourage, il y aurait eu une emprise de son mari et des violences conjugales. Après s'être confiée auprès de nous, Ramona Canetet s'est ensuite rétractée. Toutefois, la place qu'occupe dans sa vie son activité professionnelle d'horticultrice semble révéler un besoin de fuir le foyer conjugal. Elle vit sous une forme de tyrannie domestique, où elle n'a pas le droit de citer. Donc son seul refuge, c'est le travail, parce qu'en définitive, la majeure partie du temps, on le passe pas à la maison, on le passe au travail, donc avec ses collègues, où il faut qu'elle masque ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et ce qui la fait tenir à l'intérieur de la maison, ce sont ses 2 enfants, ses 2 filles, auxquelles elle donnera énormément d'amour et pour laquelle elle sera extrêmement dévouée. Et avec son mari, le symbole de la relation, c'est « tais-toi, ferme ta gueule et fais ce que tu as à faire ».
Donc elle a vécu avec ça, elle a effectivement su se taire, ne jamais élever la voix, ne jamais montrer aux enfants que ça n'allait pas, et elle a tellement pris sur elle qu'elle s'est enfermée dans une forme de souffrance où il n'y avait aucune possibilité de s'en libérer parce que le simple fait d'évoquer un mot sur son mari suscitait en elle une crainte. Il fallait effectivement qu'elle laisse penser que tout se passait bien. On de la raconte, Côte B, la suite de votre épisode. Trois ans après l'arrestation de Ramona Canété, son mari est blanchi. Pour la justice, il n'était pas au courant des 5 infanticides. Ramona Canété comparaît donc seule devant la cour d'assises de Gironde pour 5 meurtres sur mineurs de 15 ans. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Je représentais l'association Innocence en danger, qui était la seule association constituée dans ce dossier. Maître Nathalie Buquet, avocate de l'association Innocence en danger. Dans le droit français, les morts n'ont pas d'avocat. Et donc c'est tout le rôle symbolique de l'association Innocence en danger qui se constitue très souvent dans ces dossiers, c'est de pouvoir porter la voix à travers notre objet social de ces petits-enfants qui sont morts. Donc l'objectif, c'était vraiment d'essayer en fait, d'avoir une prise de parole de l'accusé qui vienne nous expliquer ce qui s'est passé, parce qu'au terme d'une instruction, on n'avait pas toutes les réponses. Et on n'a pas d'explication, ni tant sur le plan psychologique, ni sur le plan psychiatrique. Et on a vraiment des experts qui viennent dire que ça ne correspond pas à un dossier classique de néo-infanticide, parce qu'on n'est pas dans un déni total de grossesse. Faites entrer l'accusé. Moi déjà, je me souviens d'avoir été marquée par cette femme qui est dans le box. Je l'avais pris en note en me disant que c'était une femme de 37 ans avec des longs cheveux noirs, toute fine, toute petite et toute jolie. C'est-à-dire que c'est vraiment... quand on la voit dans ce box, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est vraiment une toute petite jeune femme qui parle avec une voix très douce. On se dit mais comment elle a pu tuer 5 enfants ? Bien, Madame Canété, un procès d'assises, c'est un moment difficile, mais c'est aussi un moment de vérité, et une vérité qui peut avoir plusieurs facettes. Et c'est la cour d'assises qui rendra son verdict. Pour bien vous juger, il faut nous aider, madame. Nous avons besoin que vous vous exprimiez. Il faut que vous surmontiez toute la solennité de ce lieu et tenter d'aller au plus profond de vous-même. Au discours du président, elle s'est mise à pleurer en disant je ne sais pas quoi dire. Et elle avait baissé la tête et elle s'était murée dans un silence. Et ça a été d'ailleurs au départ un peu la peur de ce procès, c'est de se dire elle va faire comme à l'instruction, elle va se replier sur elle-même, elle va pas être en capacité de parler. Et ça va être toute la magie de ce procès, c'est qu'elle va s'ouvrir. Et en fait, c'est le président qui l'invite à faire ça parce que quand il observe cette jeune femme, 37 ans, c'est pas vieux, il lui dit, vous savez, on ne juge pas des actes criminels, mais on juge des hommes et des femmes qui ont commis ces actes. Donc ça, c'est extrêmement important. Il avait rappelé à l'accusé qu'on ne pouvait pas réduire la personne à son acte, qu'il fallait qu'on juge ce qu'elle était, qu'il n'y avait pas de jugement moral, pas de jugement psychologique non plus, et qu'on était là donc pour juger un acte commis par un accusé qui était une personne et qu'on attendait des réponses de sa part. Et elle avait répondu je ne sais pas par où commencer, je n'avais pas vraiment prévu de dire quelque chose.
qu'on a un président qui est profondément humain, qui a de la psychologie, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les présidents de cour d'assises. Donc, on se dit que si on peut aller la chercher, on va aller la chercher. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a vraiment une accusée qui s'est ouverte. C'est quelqu'un qui a pu exprimer des sentiments et elle avait redit. J'ai toujours l'impression de donner une mauvaise image. Et donc, le président, encore une fois, avait été la chercher en disant « Parlez-nous de vos meilleurs souvenirs ». Et en fait, ce qu'elle évoque tout de suite, c'est ses filles. Ses filles, qu'avec ses filles, elle passait des moments de joie et que leur naissance avait été des moments de bonheur et que c'était une mère protectrice. Donc ça aussi, ça plante le décor. C'est-à-dire que tout de suite, on évoque ça, il y a une sincérité. Et pour autant, cette femme, elle est dans le box pour 5 meurtres. Donc on a vraiment cette espèce d'opposition autour d'une mère qui est décrite par ses 2 filles comme très protectrice. Un mari qui, même s'il est dans la souffrance, ne va vanter que les qualités maternelles de cette femme. Code B13. Expertise psychiatrique des docteurs Dubec et Zaguré. Il s'est maintenu chez Madame Canetet une sorte de vacuité, une lacune qui n'est ni du délire, ni du déni. Chaque accouchement était un évitement qu'elle ne pouvait pas surmonter. Ce n'était pas un choix conscient, arrêté ou délibéré, mais un brouillage émotionnel dont, après la naissance, l'enfant restait le témoin. On n'a pas réussi à comprendre le clivage. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est enceinte. Elle sait inéluctablement, elle le dit d'ailleurs, qu'une fois qu'elle a donné la mort à ce premier enfant après ses 2 filles, elle sait qu'elle n'en voudra pas et que du coup c'est une succession. Dès lors qu'elle est enceinte, elle connaît l'issue fatale. Et c'est là où on a du mal à comprendre parce que c'est terrible ce que je veux dire, mais encore s'il y en avait eu un, c'est un passage à l'acte. Mais là il y en a 5. Il y en a 5, ça veut dire qu'à chaque fois, il n'y a pas de protection. Mais voilà, on n'a pas la vraie raison. Pourquoi il y a eu ce déni de maternité ? Pourquoi elle a porté ses 5 enfants avec cette issue fatale à chaque fois ? J'ai pas la réponse. À chaque fois, je les ai supprimés de la même manière. J'accouchais dans un bain. Je mettais de la mousse pour pas voir l'enfant sortir. La baignoire était à moitié remplie. Et j'accouchais debout. Cette espèce de rituel où elle dit qu'elle met de la mousse pour pas voir ses enfants. Elle ne sait pas si c'est des filles ou des garçons d'ailleurs. Et puis je me souviens de ce moment quand même assez fort de son époux qui à l'audience dit celui qu'on découvre c'est un garçon. Et monsieur Canette il voulait un garçon. Donc on a aussi cette douleur du père qui n'a pas eu de garçon, elle qui a eu ses filles. Quand on projette les photos, elle ne regarde pas. Elle a les mains sur son cou. Quand on lui demande, moi ça avait fait l'objet d'un échange un peu vif entre elle et moi, quand je lui demande combien elle a d'enfants, elle me regarde droit dans les yeux en me disant 2. Et moi, mon objectif dans ce procès, c'était qu'elle dise j'ai eu 7 enfants. Voilà, parce que le but dans ce procès, et en tout cas ce que nous on devait incarner, avocat de l'association Innocence en danger, c'est ces enfants ont existé. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'eux. Ce ne sont pas que des cadavres, ce sont des enfants qui sont nés vivants et donc ce sont des victimes. Elle n'est pas la victime. On l'affronte toujours de façon difficile, un procès d'assises. Quand on sait qu'il y a de la médiatisation, aujourd'hui, le danger supplémentaire que nous pouvons connaître à cause de la médiatisation, c'est qu'il suscite l'incompréhension générale. Et c'était, j'allais dire,
le point le plus important pour nous, de nous adresser à des jurés qui allaient s'inspirer et s'impliquer surtout dans la réalité du dossier et qui n'allaient pas pêcher les informations à l'extérieur. Et il se noue, parce qu'il faut le vivre de l'intérieur, il se noue dans une cour d'assises, parfois une osmose, j'allais dire, de l'émotion. Et cette osmose de l'émotion, c'est celle qui vous amène aussi à la compréhension de ce qui s'est passé. Et c'est exactement le message que nous voulions, la défense, faire passer. Il fallait que cette femme puisse se projeter, après son procès, sur une perspective de sortie. L'objectif n'était pas qu'elle ressorte avec une amonestation simple, avec des félicitations. L'objectif était qu'elle soit en capacité de se projeter sur une vie normale et sur une vie postérieure après avoir effectué sa sanction. Entendu ce matin, Juan Carlos Canet, le mari, dit « Moi, je n'avais connaissance de rien ». Son expertise montre une personnalité obsessionnelle, avec un amour démesuré pour son épouse et une jalousie due à des infidélités qu'elle aurait commises. Il n'a jamais réussi à surmonter ces infidélités de son épouse, et même des années, il explique qu'elles sont revenues le hanter. À tel point qu'il a fait de l'exhibitionnisme pour se venger, ce qui va marquer profondément son épouse. Concernant la violence, il a reconnu au début du mariage quelques gifles et bousculades en rapport avec ses tromperies, mais revendique l'avoir toujours aimé comme une personne et non comme un objet. On n'est pas là pour faire le procès de monsieur, on est là pour faire le procès de madame. On est là pour comprendre comment une femme s'est retrouvée sous l'emprise d'un homme qui était complètement jaloux, possessif, qui n'acceptait pas qu'elle ait des jupes courtes, qui n'acceptait pas qu'elle ait 5 minutes de retard et qui s'imaginait qu'elle avait été cette épouse infidèle sans avancer aucun élément concret. Donc en réalité, il y a eu de la violence, il y a eu une espèce de tension permanente qui a créé une forme d'emprise. 2 épisodes ont pourtant interpellé le mari. Un été, alors qu'il fumait dehors, il a cru entendre des cris de bébé qui s'éloignaient. Par ailleurs, son épouse pudique cachait son embonpoint par des t-shirts amples et lui parlait de ballonnement. Cet après-midi, les 2 filles de Ramona Hernandez ont apporté à la barre leur soutien à leur mère. Aucune colère envers elle. C'est une mère parfaite, ont-elles lâché dans un sanglot. Code B13, expertise psychiatrique des docteurs Dubec et Zaguri. En raison de l'atmosphère subdépressive et des mécanismes de défense massifs mis en place pour contrarier la réalité des grossesses et la visibilité des enfants, on peut légitimement considérer que le discernement de Madame Canetet a été altéré au sens de l'article 122.1 alinéa 2 du Code pénal. Ce dossier est particulier et singulier parce que la personnalité de Ramona Canet est une personnalité de femme normale, d'apparence normale, qui révélera certaines failles psychologiques et psychiatriques, mais qui sont, j'allais dire, l'expression de l'alchimie du cerveau où à un moment donné, vous ne pouvez pas maîtriser ce qu'il vous arrive. Ce n'est pas une folie, ce n'est pas une folle, ce n'est pas quelqu'un qui présente des traits particuliers de failles psychologiques ou psychiatriques, tout simplement quelqu'un qui est l'expression de ce que l'on peut voir ou ressentir lorsque une femme ou un homme ne sait pas sortir d'une forme d'emprise et qui se place dans une situation de timidité la plus totale, d'effacement le plus total, et ça, c'est extrêmement néfaste. L'amour dans un couple, c'est un amour équilibré, c'est savoir écouter et entendre l'autre. Visiblement, elle n'a jamais été entendue et c'est ce qui a dû la faire énormément souffrir.
Donc, elle a dû se construire parce que on lui a